Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à ces magazines Femmes en Or. Vous le savez que c'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes exceptionnelles, les femmes en or, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps, en quelque sorte les femmes qui se démarquent dans la société et qui servent des modèles aux autres femmes. Aujourd'hui, le projecteur de Femmes en Or va s'éclater sur une grande dame que vous allez découvrir. Il s'agit de Madame Professeur. C'est comme ça. Nicole Toumba Boadja. Madame, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous. Oui, quand je me suis dit professeur, j'ai ajouté parce qu'elles ne sont pas nombreuses, hein, professeurs d'université, c'est ça. Vraiment, c'est une profession beaucoup plus dotée aux hommes. Mais vous n'avez pas eu peur d'affronter? Non, je n'ai pas eu peur du tout parce que je pense que tout homme, oui, et toute femme d'ailleurs, oui, devient quelqu'un quand il se mesure à l'obstacle. okay. Et si l'obstacle devenir professeur est réel, il y a moyen de bifurquer, de contourner cet obstacle. Et je pense que toute personne est habitée d'armes et de moyens pour contourner cet obstacle. Moi, au fond de moi, j'ai toujours su que j'avais cet art de transmettre, oui, cet art de communiquer, et pourquoi pas le faire dans une arène qui est faite pour ça, donc le corps professoral. Donc je me suis naturellement préparée à être assistante à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Oui. J'ai fait mon assistanat, je me suis inscrite en thèse de doctorat que j'ai défendue et je suis revenue à l'Université de Kinshasa parce que je l'ai faite en Belgique, à l'université de Gand. Et quand le moment était venu pour venir exercer chez moi, je suis revenue et très fière d'être professeur. Vous avez donc suivi les pas de votre papa, il faudra le dire. Il est votre source d'inspiration. Bah, c'est une réussite vraiment pour le professeur Kambayi Boadja, qu'on salue en passant. Absolument, oui, on salue en passant oui, le grand professeur qui a été une grande source d'inspiration, c'est oui, vrai. Certains disent que j'ai beaucoup de lui, mais bon, je m'inscris en faux. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais ma mère, Angélique, oui, maman aussi, ouais, c'est une famille de professeurs. Oui, elle a été, parce qu'elle est en retraite aujourd'hui, mais elle a été chargée d'enseignement à l'ISTEM, ce qui correspond à un chef de travaux à l'ISTEM. Donc elle n'a pas voulu pratiquer les techniques de nursing, mais elle a donné cours, elle a vraiment donné cours. Donc je suis née dedans, on va dire. Oui. Je crois que c'est un peu familial. Voilà, un peu normal que je sache ce que je suis. Voilà, Madame, Messieurs, laissez-moi d'abord vous présenter Madame Nicole Toumba Boadja. Non seulement qu'elle est professeure d'université, elle est aussi fondatrice de la fondation qui porte son nom, FONIV, une fondation qui œuvre dans les secteurs socioculturels et également elle est aussi directrice du Centre des chercheurs Hégémonia, de recherche Hégémonia sur l'histoire des mentalités, sur l'anthropologie juridique. C'est une femme aussi d'État. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose pour la présentation, hein. Un CV costaud. Hein. Bon, il y a des gens qui se disent ça c'est une femme ou c'est un homme? C'est vrai qu'il est arrivé des fois on m'appelait moi Simobali. Mais bon, est-ce que c'est un compliment ou c'est pas un compliment? Oui, c'est un compliment, vous excellez quoi. Oui, je suis donc, j'ai une fonction dans l'administration de la présidence, je suis à la présidence aussi. Et je suis aussi présidente d'un cercle de réflexion qu'on appelle les pépites d'État, que j'ai le plaisir de présider avec une équipe dirigeante, un secrétariat général et puis des collaborateurs. Les pépites d'État, justement, l'idée est partie, faisons les choses autrement, politiquement parlant, c'est-à-dire faire de la politique dans tous les domaines de la vie. Politique, on va dire, culturelle, politique sanitaire, politique juridique, etc. Mais comment se comporter dans cette politique-là? Les pépites. Les pépites, ce sont des éclats d'or et on brille comme ça. Qui rayonnent. Voilà. Alors, le comportement... De faire la politique autrement. Autrement, et briller par un comportement, par un modèle de conduite et de comportement et rayonner finalement pour que les autres puissent suivre un modèle. Les pépites d'État. On bénéficie aussi, c'est du nouveau en tout cas. Il faut vraiment faire la promotion de ça. Ce n'est pas sensibiliser les gens, surtout nos politiciens.
Oui. Donc on attendait d'avoir notre personnalité juridique parce qu'en tant que juriste, il fallait absolument faire les choses dans les règles. Correct, oui. Donc c'est fait. Et maintenant, la vulgarisation va se faire de plus en plus. On est déjà sur Facebook, etc. Et dans les autres réseaux sociaux. Mais maintenant, ça y est, les actions, les activités vont vraiment être faites. Et j'ai un secrétaire général formidable qui va faire le travail. Donc, voilà. des piles d'État dans le paysage congolais. D'accord. Alors, vous êtes une femme qui habite au milieu de son peuple. Permettez-moi de vous appeler Excellence. Là, il faut vraiment l'accepter. Hein. Excellence Nicole Toumba Boitia. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Alors, je me demande, vous êtes professeure d'université, vous êtes présidente de la fondation FONIB, vous êtes. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à toutes ces obligations? Et il ne faut pas l'oublier que vous êtes aussi mère et puis épouse. Absolument. Oui. Le secret est très facile. Oui. J'ai réussi à compartimenter tous les secteurs de ma vie. Okay. C'est-à-dire, si je suis directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, politique et diplomatique, je le fais à temps plein. Okay. C'est ce compartiment-là. Okay. Quand je quitte ce compartiment, je vais dans l'autre compartiment de professeur de droit international, à l'université, relations internationales et relations africaines à l'université de Kinshasa. Quand je quitte là, je suis présidente de la fondation FONIB à temps plein. Et quand je quitte là, je suis présidente des cercles de pépites d'État à temps plein. Et quand tout ça s'est terminé, je repars dans l'autre compartimentation qui est épouse, mariée à un homme formidable. Et quand je quitte cette compartimentation, je suis mère de 3 princesses, 3 filles, 3 princesses, dans lesquelles je suis aussi complète. C'est-à-dire que je suis une jusqu'au-boutiste dans ce que je fais, à condition que je reste dans cette compartimentation. Et quand on fait, on va dire, quand on arrive à compartimenter tout ça, il n'y a pas d'intrusion. Donc, chaque compartiment est fermé. Donc, quand je suis maman à la maison, je ne peux pas dire, écoutez mes chéris, je ne peux pas rester avec vous parce que je dois vite... Non. Et face à votre mari là, et messieurs, vous savez pas, je suis Excellence, hein, attention là, je vous fais arrêter. Sûrement pas, parce que non seulement on est africain, on est congolais, donc on respecte certaines cultures, on va dire matrimoniales. Oui. En cas de dispute, exactement, non, je vais vous faire arrêter, non, parce que là, quand je change de casquette, quand tu t'énerves, tu as envie de faire sortir ça, non, on ne peut pas. On va leur laisser dans leur masculinité. Dans leur autorité, là. Et surtout que je suis tombée sur un mari qui est formidable dans ce sens. Il dit, tu sais, tu peux faire tout ce que tu veux d'une manière publique parce que tu es une femme publique. À partir du moment où ça rejaillit sur moi, c'est génial. C'est génial. Vous avez fait un bon choix, là. Mais il y a des hommes qui étouffent les femmes, là. Oui, effectivement, ça existe malheureusement. Mais je pense que tout est dans le dialogue. Dans une espèce de dialogisme de couple où on peut faire des concessions et comprendre que non, chérie, j'ai besoin de ça et tu le sais. Tu dois m'appuyer et vice-versa. Et je pense que quand il y a ce dialogue, mais c'est pas exempt de difficultés, c'est pas exempt de petites étincelles, c'est normal, c'est des êtres humains. Pour un couple, mais je pense qu'il y a plus à gagner avec ce qui nous unit que ce qui nous désunit. Donc il faut du moins comprendre ce que votre partenaire veut et c'est ce qui est ça. Alors on va parler beaucoup plus de la fondation FONIB. Ça existe depuis quand? FONIB existe, que je ne dise pas de bêtises, depuis, je crois que les prémices ont commencé en 2014. J'espère que mes collaborateurs ne vont pas se fâcher contre moi, mais 2014... Vous êtes la visionnaire, c'est normal, non? Vous connaissez bien. Il y a les coulisses et puis après les coulisses. Voilà, 2014, je crois que déjà les bribes ont commencé. Et puis, jusque maintenant, donc ça fait pratiquement une dizaine d'années, 10, 11 ans. 11 ans déjà. 11 ans déjà que FONIB existe. Et on est assez fiers de FONIB. Pourquoi? Parce que on a décidé de faire de l'aide, parce que c'est d'abord de l'aide autrement. Pas toujours aller déposer des dons, c'est bien de le faire. On l'a fait à nos débuts, mais on a vu que le résultat escompté n'était pas toujours au rendez-vous parce qu'on crée une espèce de dépendance. Vous allez donner des vivres dans un orphelinat, c'est très bien, mais vous rencontrez d'autres difficultés. 2 mois après, ils reviennent pour les mêmes choses. Et puis ça bifurque, il faut payer la garantie locative. Donc toutes ces choses nous ont un peu, pas refroidi,
On s'est dit, on va faire les choses autrement. Et d'ailleurs, Fonib est réellement né quand j'étais à l'université. Je crois que les petites idées de ce ONG a commencé. Tout commence avec... je suis en 3e graduat à l'université de Kinshasa. J'ai été prise de pitié, de compassion, d'amour aussi, je pense, d'un petit garçon qu'on appelle les moineaux. Je ne sais pas si vous les moineaux de l'université de Kinshasa, je connais, oui, les Chig, oui. Exactement. Ces moineaux, parmi ces moineaux, il y avait un qui avait des chics, des Mayandis au pied. Il venait avec des habits déchirés. Il passait son temps à demander de l'argent. Mais avec un beau visage, mon Dieu. On dirait un visage d'ange. Et puis je m'approche de lui et je dis, comment tu t'appelles? Il m'appelle Polo, j'habite à Banzalemba, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends de l'argent. Je dis, non. Quelque chose qui m'a appelé, je vais l'aider. J'ai commencé à lui donner un peu d'argent pour acheter des habits, pas lui donner, mais je m'occupais de lui. Mais c'est une forme d'aide, c'est très bien. Dieu a vu ce que je fais. Et ce que j'avais oublié, c'était que quand je l'aide comme ça, il rentre chez lui dans un milieu qui ne comprend pas cette aide-là. Donc tout ce que je lui offrais à la maison, ah bon? Ah oui, donc quel genre de parents, de famille, il prenait tout, etc. Donc il ne comprenait pas que moi je voulais encenser ce petit pour que lui-même arrive chez lui et montrer que voilà, maman, on peut faire les choses différemment. Non. Donc au campus, quand il était à côté de moi, il avait un certain, on va dire, si je peux me permettre, standing. Quand il rentre chez lui, non. Alors on a compris que l'aide doit se faire que si tu assaignis aussi l'environnement socio, culturel dans lequel tu veux que l'aide porte des fruits. À ce sujet, vous avez fait quoi pour aller à fond vraiment? Donc j'aurais dû aller voir ses parents, mais je n'ai pas pu aller voir ses parents parce qu'à un moment donné, plus je passais de classe jusqu'en 2e licence, je ne voyais plus Polo en question. Je ne l'ai plus vu et ça la mort dans l'âme. J'ai été contraint de réaliser que je l'avais perdu. Mais et j'espère aujourd'hui d'ailleurs le revoir un jour. Je ne sais pas si je le reconnaîtrai, mais j'espère parce que c'est vraiment avec lui que vous avez commencé. C'est un témoignage. Un témoignage vivant. Ce petit, je cherche par tous les moyens pour l'avoir. Et quand Fonib a commencé, c'est le point de départ. Faisons de l'aide, donnons des choses aux gens, mais allons chercher ce que les gens ont le plus profond d'eux pour qu'on puisse leur mettre le pied à l'étrier. C'est dans ce sens-là, si je peux peut-être anticiper. Anticipe, maman. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Exactement. Donc c'est avec cette philosophie-là qu'on s'est dit, tiens, et si Fonib faisait des brillantes conférences? Mais conférences, pas toutes les conférences, on fait un panel, on parle, non. Première conférence qu'on a faite d'envergure, c'était pourquoi pas moi aussi? Vous avez commencé d'abord à changer des mentalités des gens, tout ça, voilà. On travailler sur leur intellect, Voilà, l'intellect pour les préparer, préparer le champ mental, afin qu'eux-mêmes puissent rapporter, très bien, le reporter dans l'environnement. Pourquoi pas moi aussi? C'est quoi? On s'est dit, prenons 50 filles, des écolières, de l'université, donc c'était plutôt, primaire et secondaire, je me souviens plus très bien. En tout cas, c'était des écoles, des bleus blancs. Et une fois que je les ai pris, je prends maintenant des corps de métier, mais vraiment extraordinaires. Des femmes, j'en ai pris 6. J'ai pris moi-même professeur, j'ai pris un avocat, une avocate, j'ai pris maman robot, Thérèse Kirongozi, ma sœur Thérèse, j'ai pris maman colonel Nénette, j'ai pris la pilote qui est DGA à Congo Airways, ma sœur Mami Ponchi, Mamicho Ponchi plutôt, je les ai étalés là. Donc ce sont des métiers, on va dire, atypiques. J'avais 300 enfants avec leurs responsables bien sûr, et chacune devait donner un témoignage depuis le début, quand elles étaient à leur niveau, comment est-ce que ça suscitait, c'est monté, et voilà. Donc en les regardant, les enfants étaient scotchés en disant donc je peux aussi être colonel, donc je peux aussi être coaching, un vrai coaching, mais façon soft, façon pragmatique. C'était un succès total, mais vraiment extraordinaire. Donc à leur tour, elles diront tiens, on a participé à un truc comme ça, donc c'est faisable. Elles vont le dire aux autres, et aux autres, et aux autres, et aux autres, et aux autres. C'est comme ça qu'on peut faire une aide intelligente. Très bien. Donc, matériel, c'est bien, on peut donner, mais il faut passer arriver à un autre step, à un autre niveau. Et puis après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas moi aussi?
c'est très bien. Donc c'est l'enfant qui se parle. Mais l'enfant qui avait vraiment compris. Vous avez vraiment été certifié que ces enfants ont compris le message. Ont compris le message, à tel point que les garçons, parce que c'était des filles, les garçons, c'était un 8 mars en fait. Les garçons étaient devenus jaloux. Voilà, ils se sont dit non, mais madame, attends, nous aussi, on veut des pourquoi pas moi aussi. On doit révolutionner la femme, exactement. Parce que l'homme est déjà révolutionnaire. Voilà, exactement, mais vous avez déjà eu beaucoup mais quand même. Alors, effectivement, Fonib pense à faire aussi, pourquoi pas moi aussi deux oui. Pour les garçons. Une session, première session, deuxième session. Voilà, exactement. Maintenant pour les garçons, oui. Pour les garçons aussi, mais pas nécessairement une fête pour les garçons, donc vraiment appeler les garçons aussi. Et puis on en fera une troisième, parce qu'on va en faire 3, pour les garçons et les filles. Et les filles, oui. Ensemble, mixte, pour montrer que le corps du métier, c'est pas exclusivement aux hommes. Le corps du métier. La preuve, on a des femmes pilotes, on a des femmes mécaniciens, beaucoup. On a des femmes électriciens, on a des... Voilà. Donc ce n'est plus la chasse gardée des hommes, c'était ça. Donc ça a très bien marché. Et après, toujours dans cette quête de faire de l'aide autrement, dans le socio-culturel, on s'est dit, tiens, les femmes, parce que c'est pour les femmes aussi et les jeunes, surtout au Fonib. Il n'y a pas que, mais c'est essentiellement ça. On s'est dit, tiens, faisons une autre conférence, mais cette fois-ci, on va l'appeler, parce que les plus courtes sont les meilleures. Nous sommes prêtes. Deuxième nous thème. sommes prêtes. Pourquoi pas moi, et puis nous sommes prêtes. Voilà. Après, pourquoi pas moi aussi. Nous sommes prêtes. Mais qui sont prêtes? Les filles. Ok, toujours. Les femmes. Nous sommes prêtes à être dans le public. Ok, affronter les publics. Affronter la représentation publique. Affronter, donc qu'on nous considère aussi, comme je dis toujours, le droit à la considération, qu'on nous considère dans la sphère publique. Pourquoi? Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à être ministres, nous sommes prêtes à être président de la République, nous sommes prêtes à être première ministre, spécial big up, notre première ministre. C'est ça? Oui. C'est une dame de fer. Une dame de fer, c'est une sœur, on s'entend très bien, donc gros bisous à elle. Et nous sommes prêts dans tout ça. Et on a eu encore, je ne sais pas si le chiffre 300 est un chiffre porte-bonheur, on a eu 300 femmes de tous les horizons. Alors la spécificité ici, c'était quoi? Je voulais faire, encore une fois, pas un panel, mais un talk show. J'étais inspiré un peu par les Américains. Ça s'appelait Walking Talk Show. Donc on marche, on parle. Au lieu de rester figé devant. Alors on devait marcher, c'était des tables rondes. Chaque interlocuteur devait marcher autour des tables pour parler et communier avec les gens. Comme ça, quand je vois la femme pilote qui est dans une sphère hautement masculine, elle va, elle dit tiens, elle a son chapeau, dit tiens madame pilote, oui, d'accord, mais comment, etc. Et puis elle fait son témoignage. Je passe une très bien, C'était fort. Scène de baladeurs là, que tout le monde parle, tout ça, qu'on partage des expériences. L'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, tu es submergé. Vous connaissez tellement tout là. Et on ne sait plus. Voilà. Et donc ça, c'était une autre conférence qu'on avait faite. Et puis, et ça, je ne suis pas peu fière, nous avons fait ce qu'on appelle... c'est une forme de conférence, disons, des assises en partenariat avec le CIFEF. Le CIFEF, c'est le Séminaire international de formation des extraits foliaires. Parce que Fonib s'occupe essentiellement de la santé et la prise sous sa forme de malnutrition. Voilà. Le CIFEF nous a aidé à développer les extraits foliaires d'une plante qu'on appelle le niébé. Je ne connaissais pas du tout, donc on apprend tous les jours. Ce niébé naturel, c'est une espèce de racine qui vient pallier à la cherté, de tous les produits qui sont importés pour la malnutrition. On a ça chez nous. Ici en RDC. À Kinshasa. Au Sud Kivu, ça l'idée a germé là-bas, avec un ami médecin qui est là-bas, docteur, j'ai oublié son nom, mon Dieu, mais c'est l'ONG Keisho. Et un Français est arrivé, donc docteur, j'oublie le nom, mon Dieu, Seigneur, le docteur est arrivé, mes collaborateurs de Fonib étaient là, on a fait une belle conférence sur ça. En 2 jours, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, je ne sais plus, on a fait cette expérience et on a vulgarisé le niébé, la malnutrition. Une fois que ça a été fait, on s'est dit, bon, on va quand même vulgariser, implémenter le résultat de la théorie. Et on a pris comme secteur point cible Kabea Kamwanga, où la malnutrition, un peu partout dans le pays, mais en tout cas, on a ciblé d'abord comme projet pilote
Kabea-Kamanga. On a apporté des extraits foliaires à Kabea-Kamanga, on a fait des campagnes de sensibilisation. Et nous-mêmes, on est descendu sur le terrain, on a préparé c'est une espèce de pâte comme ça, qu'on a préparé, on a donné aux enfants. Il y a la phase 1, phase 2, les enfants ont mangé et les résultats qu'on a eu après étaient de vrais résultats parce que les enfants avaient quand même pris un peu de poids, les enfants, etc., etc. Mais évidemment, ça a des coûts et on cherche toujours des subventions, des petites aides matérielles pour qu'on puisse évoluer tout ça dans votre vision. Encore une fois, c'était plus ou moins 300 enfants. 300. Le chiffre 3 toujours. Le chiffre 3, c'est le chiffre d'accomplissement. 3 finalement. Oui. Donc voilà, et je ne suis pas peu fière de ce que FONIB entreprend. Vous voyez donc l'aide toujours, mais sous une forme intelligente et intelligible. Voilà, il faut vraiment y arriver. Il ne faut pas penser que c'est trop intellectuel, non, c'est pas ça. On peut rester dans un milieu, on va dire modeste, mais intelligemment. Intelligemment. Pour qu'on considère cette aide de manière à ce qu'elle porte des fruits. Des fruits que la personne comprenne aussi tout ça. Oui, c'est ça. Pourquoi je l'aide et qu'est-ce que tu dois faire à ton tour de cette aide-là. Alors là, vous avez beaucoup plus choisi les secteurs intello. Alors pour toutes ces personnes, ces filles-là qui n'ont pas étudié, voilà. Donc, leur place c'est où? Non, c'est justement ça. Donc je ne veux pas rester élite, non, pas du tout. FONIB n'est pas élitiste du tout. C'est bien pour ça que nous acceptons parfois des partenariats. On demande plein de dossiers ici de partenariats pour être parrain ou marraine d'une activité. Je sais qu'il y a une dame qui avait demandé dessus. C'est comme ça même pour les églises, les femmes des églises. Oui, effectivement. Mais il y a pour sensibiliser les femmes, Oui, il y a même le couple KMB du ministère. Je vois. Ministère KMB sur les mariages. Ils sont de l'église Compassion, je pense, de pasteur Tounassi. Je les ai rencontrés, une merveilleuse rencontre. Et là, ils ont, je pense, été subjugués par mon domaine de recherche scientifique de prédilection qu'on appelle l'anthropologie juridique. Si on a le temps, je peux vous expliquer ce que c'est. Encore une fois, une façon de prêcher différemment. Et ils ont été tellement subjugués qu'ils sont venus me proposer une campagne, on va dire, peut-être pas d'évangélisation, mais de sensibilisation par rapport à certains actes juridiques. Parce que M. KMB est avocat. Il s'est dit, maman Boacha, professeur, j'étais tellement fascinée parce que vous avez dit, je veux aller donner la bonne nouvelle, mais avec cette méthodologie-là. Impeccable. Donc maintenant, je crois que c'est au mois de septembre, octobre. Donc vous vous préparez déjà là. Vous aurez certainement d'autres invitations d'églises qui viendront là. Parce que la femme spirituelle doit aussi comprendre ses droits, tout ça. C'est aussi important, Il faut. Et ce n'est pas antinomique, hein. Ce n'est pas contradictoire d'être femme d'église, femme de Dieu, et aussi être, on va dire, pas intello, mais être intelligent, si je peux me permettre. Parce que être intellectuel, c'est trop scientifique, mais on peut être intelligent sans être réellement intellectuel, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a moyen de faire ça autrement. Moi, dans ma tête, c'est faire les choses autrement. Pour que vous puissiez, comme mon père dit toujours, rester dans la phase positive de l'histoire. Qu'on puisse penser à vous un jour, dire, tiens, c'est cette dame qui m'a inspiré, tout simplement. C'est bien. Là, vous m'inspirez déjà. Alors, vous avez dit que vous allez parler de l'anthropologie juridique. En fait, expliquez-nous, c'est quoi là? L'anthropologie juridique, vous êtes tellement mystique, hein? On dit ça, c'est quel genre de femme, l'anthropologie? Heureusement que vous êtes déjà mariée. Heureusement, mais vous le dites si bien, parce que vous imaginez si je n'étais pas mariée. Et heureusement que j'ai fait ma thèse de doctorat. Avec tous ces termes-là. J'ai fait ma thèse de doctorat mariée. C'est là, la photo est là. J'ai fait ma thèse de doctorat mariée, parce que je me dis, mais avec tout ça, mon Dieu, comment est-ce qu'un mari allait s'intéresser à moi? Elle est trop pas français, Milaï. L'anthropologie, une femme qui connaît bien ses droits, elle est dans la justice. Ça, il ne faut même pas oser. Mais je sais rester à ma place quand même, en tant que femme. Ça, je le sais. Je leur donne l'illusion d'être chef. Je rigole. Alors, dans l'anthropologie juridique, c'est simplement cette discipline qui, par les observations des faits sociaux, comment est-ce que les hommes et les femmes dans une société déterminée se comportent par rapport à une norme. On va dire une norme, allez, la norme c'est quoi? Allez, le mariage. Le mariage. Comment nous les Congolais, on se comporte devant le mariage? Parce que le mariage imposé par l'environnement international, on s'aperçoit que ça ne peut pas être la même chose. Puisque
que c'est pas la même chose, mais comme nous avons été colonisés, qu'on a dû prendre les réalités occidentales, on doit faire un mixage entre les deux. Mais maintenant, quand tu fais un mixage entre les deux, même si vous avez signé des conventions, est-ce qu'en réalité vous pratiquez ces conventions? Non, parce que ça ne parle pas. On a toujours tendance à se référer à notre domaine notre environnement socio-culturel. C'est là que l'anthropologie vient. Les discours, les récits, les représentations socio-culturelles que l'on retrouve dans cet environnement-là, c'est ça qui marque la différence avec l'environnement culturel. Okay. On fait un dialogue, on met ensemble, on prend un peu de là, un peu d'ici, et ça crée une norme juridique. Okay. Un bête exemple. Le mariage façon occidentale, c'est pas le liba là, ou le dibaka façon africain. Ah bon? Ouais. Ah, la nuance à quel niveau là? Premièrement, dans la définition, mariage, c'est deux individus. Ok. Façon occidentale. Mais l'Ibala, Dibaka, en RDC en Afrique. En RDC en Afrique, c'est sûrement pas deux individus. C'est une seule personne. Mais non, c'est la famille. T'as le beau sac. Toi, va te marier sans ta famille. C'est les clans. La belle famille qui intervient là à tout moment. La famille, c'est deux familles qui se marient. Deux familles qui se marient. Grave. D'où ce fameux mariage coutumier. C'est pas deux individus. Tu peux te marier civilement comme tu veux, façon Mundele. Tu peux même aller à l'église. Est-ce que c'est ça qui m'ont entendu? Non, on n'a pas donné. Si on n'a pas donné ce mot là, ton mariage là, aux yeux des Africains n'est pas considéré. Surtout si tu as des bébés dans ce mariage là civil. Tu devras payer les amendes de cet enfant-là. Terrible, sinon il y aura des répercussions. Donc, ces deux façons de penser sont dichotomiques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On doit prendre un peu de là, on met ensemble. Je donne un autre exemple pour l'anthropologie juridique. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le droit à la santé de la reproduction, une analyse d'anthropologie juridique au Congo. Exemple, je parle de toute planification familiale, les mariages, tous ces trucs-là qui concernent la santé de la reproduction. Et puis un jour, j'ai fait du terrain, parce que je l'ai fait à Gand, en Belgique, comme je l'ai dit, à l'université de Gand. Mais dans mes centres de terrain, je devais donc interroger les gens, les techniques d'interview quand on fait une thèse. Je vais à la centre de santé de maternité de Kitamo. Je trouve la directrice, je dis, mais madame, je vois ici une panoplie comment ça s'appelle, de contraceptifs, parce que c'est planning familial. Pour espacer les naissances, etc. J'ai vu, je dis, mais madame, mais depuis que je suis ici depuis 1 heure, mais je ne vois pas de jeunes, je ne vois pas de couple, mais pourquoi? Elle me dit, non madame, je dis, bref, la réponse qu'elle me donne ne me satisfait pas. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est parce que peut-être ça ne leur parle pas. Qu'est-ce que tu veux aller chercher des techniques d'implants, de stérilet, de pilules? Non, on compte les jours et puis bien, on demande à Dieu, etc. Donc, je dis, alors je prends une autre idée, j'étais pas très satisfaite parce qu'elle rendait ça trop institutionnel, vous voyez, voilà, trop technique, la loi dit, tout ça, etc. C'est sûrement pas ça, parce que si c'était la loi, je crois que tout le monde serait ici. Je vais donc chez le secrétariat général de la santé à l'époque, le médecin qui vient, je dis, voilà, je m'appelle tel, je fais mes recherches sur, voilà. J'ai juste une question. Nous avons signé pour la planification familiale. Nous sommes signataires des conventions internationales sur les femmes, etc. Mais pourquoi est-ce que chez nous, la planification familiale ne fonctionne pas comme il faut? Il me dit, entrez, j'entre. Il dit, vous pouvez fermer la porte? Je dis, c'est un enlèvement ou quoi? Je dis, mais heureusement que j'ai un pantalon. Ce type. Il dit, approchez, asseyez. Vous avez un dictaphone? Je dis, oui. Il dit, éteignez-le s'il vous plaît. Ah, madame la bébé. Je commençais à repérer les fenêtres par où j'allais sauter. À cause des recherches. Là où ça vous amène. Je ferme le dictaphone. Il dit, je vais vous répondre. Reposez-moi la question. Je dis, pourquoi la planification familiale ne s'applique pas réellement ici alors qu'on a signé des conventions sur ça? On a comme juridiquement, on doit respecter la loi. Il dit, madame, chantez-moi un peu l'hymne national de votre pays. Qu'est-ce qu'il raconte? Debout, Congolais. Il dit, non. Nous peuplerons ton sol. Voilà. Et nous assurerons ta grandeur. Nous peuplerons. Dites-moi, dans la tête d'un Congolais. Maman Nicole, comment faire rire? Mais je vous dis, comment voulez-vous peupler en même temps planifier? Impossible. Donc, en nous, on doit peupler.
on ne peut pas planifier. Ok. Quand on planifie, vous êtes On est contre l'hymne national? Non, contre votre âme. Parce que le Congolais, l'Africain, aime les enfants. Nous sommes portés vers une progéniture nombreuse. Okay. Les enfants sont des richesses. Ouais. Toi, tu vas venir planifier quoi? C'est ça quand tu poses la question. Maman, au bout, tu vas dire, non, maman, il faut planifier. Donc, ces dichotomies-là, c'est ça l'anthropologie juridique. Donc, on doit mettre ça ensemble pour aboutir à ce qu'on appelle en droit une meilleure juridicisation qui peut contenter les deux environnements, et juridique et sociopolitique. Cette recherche. Et je suis très contente parce que c'est enfin entré dans le programme de l'Université de Kinshasa, à la faculté, où je donne le cours en l'ancien G2. Mais les gens comprennent quand même. Mais si, parce que je crois que j'ai même, si vous me permettez, je crois que j'ai même aussi la bus ici, les gens comprennent tellement que je l'ai ici, voilà. Oh là là, excusez-moi. Oui, on comprend, excusez-moi. Je suis professeur, donc c'est un peu désordonné, mais je comprends mon désordre. Oui, c'est désordre organisé. Voilà. Entre le cours d'anthropologie juridique. Ok, Rabi, prenez ça vraiment bien. Le cours, c'est mon syllabus que j'ai distribué aux étudiants de G2, je pense, l'ancien G2, ouais. Donc, voilà. Et c'est tellement intéressant parce que je leur donne le droit, je leur explique le droit tel qu'on l'a reçu de l'étranger et tel que nous l'avons de notre réalité socioculturelle. Tata, moi, si quand vous êtes enceinte, maman Kitete, maman Natacha, un superbe nom, quand vous êtes enceinte, dites-moi, en tant qu'Africain, Congolais, vous venez de commencer au bandisé, quel est le premier réflexe? Vous le dites toujours ou pas? Non, cache, il faut cacher vraiment. Ça, c'est une bénédiction, il faut cacher. Tu caches pourquoi? Pour sauvegarder, pour protéger l'enfant. C'est un objet, excusez-moi, c'est un état de joie. Il y a beaucoup qui cherchent, et toi tu l'as, tu es content. Le réflexe est que tu le dises. Non, tu dis, n'ose pas, ne le dis pas. Ne le dis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde invisible. Et dans le monde invisible, on peut attraper ton enfant. De sorte que quand tu vas accoucher, si cet enfant a une petite malformation, directement, c'est pour ça que tu avais parlé, Tata moi si. Ou bien document, la ta famille, Azaki, moi nanayo. Ou bien Noko. Mais, chez les Occidentaux, quand tu es, elle sait qu'elle a fait son test, elle a vu, je suis enceinte. Célébration, il faut fêter tout ça. J'attends un heureux événement. Venez. Eux, ils sont expressifs. Là-bas, il n'y a pas de sorcier ou quoi? Non, cette différence, c'est là que l'anthropologie juridique vient comprendre. De sorte que quand on va édicter des lois et des normes par rapport à ça, nous le faisons conformément à nos réalités socioculturelles. Ah, professeur, on sent vraiment, ça c'est vraiment une professeure. L'anthropologie juridique, on le fait partout. Comme vous avez dit tout au début, vous savez, moi j'ai l'art de communiquer. Je dis, ah bon, tiens, mais non là, vous m'avez convaincu. Ah bon? Parce que ça vient du fond du cœur. Je suis convaincue de ce que je dis et j'essaie de le dire de manière intelligente, tout simplement. Alors, Nicole, on aimerait bien rester avec vous, mais les temps que nous êtes impartis, touche pas moi cette femme. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un peu de vos projets d'avenir. Voilà, les projets d'avenir, dans quel compartiment? Parlons de la fondation, parlons de l'anthropologie juridique, essayez de balayer. Pour la fondation, comme nous soutenons beaucoup la recherche et la production intellectuelle dans une partie de la fondation, nous allons continuer à faire des parrainages avec des propositions, qui servent à élever les autres. Ça, nous allons continuer à le faire. Nous avons énormément de projets qu'on met en place. Évidemment, je vais essayer de faire un appel. Lancer l'appel, un appel à des aides matérielles pour nous permettre de concrétiser toujours. À des partenaires. Des partenaires de quoi. Et merci beaucoup déjà aux partenaires classiques de FONIB qui nous aident à mettre sur pied tous les projets qu'on a. Donc il y a encore plein de projets. Comme c'est socio-culturel, donc on est ouvert. Mais comme il y a aussi, j'ai oublié, on va m'engueuler, mes collaborateurs vont m'engueuler, il y a aussi le grand projet qu'on appelle
Même pas, c'est concret. Children and us. Vous voyez que c'est les enfants. Donc en anglais, pourquoi ça faisait mieux de le faire en anglais? Et ça c'est tentaculaire, ça peut ouvrir aussi les portes ailleurs. On focalise sur les enfants, donc nous et les enfants. Vous avez vu, j'ai parlé de malnutrition. Malnutrition, oui. Ouvrir à d'autres réalités. Donc c'est tous ces projets. Vous allez faire des écoles. Pas forcément des écoles. Oui. Avec ceux qui existent déjà, peut-être aller améliorer ou bien guider ça autrement. Voilà. Essentiellement la santé, bien sûr, mais on a aussi des pieds à l'extérieur. Donc vraiment, Children and Us, ça c'est vraiment un bébé à nous qu'on veut continuer. Vous avez beaucoup de projets, je vois. Énormément, mais j'ai une équipe formidable. Hein. Nous sommes à 5 têtes pensantes. Et je pense qu'on fait très bien les choses. On se coordonne facilement. Ce genre de projet. Ça, c'est la compartimentation Fonib. Compartimentation le compartiment pépite d'État. Je vais parler pépite d'État, pour faire la politique autrement. C'est-à-dire, comme tout est politique, mais on peut bien faire cette politique dans les différents domaines qui s'apparentent à la politique. Ça, c'est différent. Donc, être des petites brillances comme ça dans la société par le modèle de conduite et de comportement. Ça, c'est essentiel dans les pépites d'État. Compartiment, c'était quoi encore? Professeur. Anthropologie. Professeur, là, vous avez encore faire des thèses ou quoi? Non, c'est bon. Il faut s'arrêter là quand même. Il faut avoir le temps. Non. Le compartiment professeur. Là, je suis spécialiste, je suis professeur de droit international public et relations internationales et les relations africaines. Là, évidemment, je donne en DEA, je donne en le nouveau système LMD, je donne en l'ancien première licence mes cours. Donc, tout ce qui est relations internationales, je fais et je continue mes recherches sur ça. Mais mon domaine de prédilection, pour mieux comprendre ce droit, on doit absolument recourir à une approche disciplinaire qu'on appelle l'anthropologie juridique. Parce que croyez-moi, ma chère Natacha, on ne peut pas faire le droit pur, positiviste, c'est-à-dire la loi a dit il faut ça. Oui, mais ça là, dans un environnement, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? On doit d'abord voir si le champ mental, psychologique est préparé pour recevoir cette norme-là. De sorte que quand ça vient, ça puisse matcher. Et en général, ça ne matche pas. Je ne vais pas entrer dans la politique ici, je ne vais pas entrer dans comment est-ce qu'on conçoit la Constitution chez nous, comment est-ce qu'on conçoit la représentation des femmes, dans le secteur public. C'est l'anthropologie juridique qui peut vous permettre d'expliquer ça. Il faudra vraiment vulgariser. Je vais le vulgariser. Déjà, mon cours est là. Mes étudiants qui me reconnaîtront le savent très bien. J'ai de plus en plus d'adeptes. Et je ne suis pas seul. Il y a le professeur Jacques Joly qui est rapporteur. Nous sommes de la même école. Mais notre plus grand succès, c'est d'avoir fait de cette matière un cours trop commun à la faculté de droit. Ça, c'est vraiment une belle victoire. Très bien. En tout cas, félicitations à vous. Donc, compartiment anthropologie juridique. L'autre compartiment, c'est femme mariée. Femme mariée, mère épouse. Épouse. Là, vous avez tellement des projets. Voilà, des projets évidemment en commun avec mon mari. Donc, c'est-à-dire, lui aussi, c'est un grand communicateur. C'est quelqu'un qui parle très bien. Il parle bien. Il a aussi son réseautage qu'on appelle le JT diplomatique. Il le fait très bien. Il est consultant international dans des réflexions politiques internationales et internes même. Et voilà, on a un gros projet de mettre en commun tout ça. Et notre aînée aussi, a créé ce qu'on appelle Annie's méthode. Déjà. C'est une affectation de mère à la fille. C'est juste incroyable. Quand on dit que c'est vraiment. Il y a une prédisposition. Oui, vraiment. Et la prédisposition, elle va jusqu'à la 15e génération. C'est juste incroyable. Et le dernier compartiment, mes enfants, évidemment, ça c'est la prunelle de mes yeux. Je m'efforce d'être une bonne maman et être à l'écoute à tous leurs problèmes. Parce que bon, c'est des adultes maintenant, elles ont plus de 20 ans. Bon, j'ai 28, j'ai 27, 26 et 24. Trois magnifiques filles. Et je suis là vraiment quand elles ont besoin de moi. Je n'ai aucun problème à dire que non, attends un peu, que je règle d'abord mon problème. Vous n'êtes pas égoïste, non, pas du tout. Je suis une femme très détachée, très à l'écoute et très sensible. Et je pense que même mon personnel
mes travailleurs. Oui, nous les témoignons, vraiment. Vous avez vu que j'appelle tout le monde excellence. Oui, excellence. Tout le monde est excellent chez vous là. Ah oui, ma sentinelle est excellence, oui. ma cuisinière est excellence. Pourquoi? Parce que chacun a la compétence et l'attribution d'être excellent dans tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, excellence. Est-ce que vous allez donner un numéro de téléphone ou bien une adresse email? Je vais donner une adresse email de la fondation. Allez-y. Personne oui. qui, est-ce que je l'ai en tête? Il va falloir que je... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui peuvent facilement vous contacter pour le parrainage, tout ça, oui. Oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas donner le mien directement, je vais donner celui de la personne. Ça sera affiché au bas de l'écran, oui. Ouais, donc je vous donnerai tantôt. Oui. Ça, vous allez l'ajouter. Il n'y a pas de problème. Et merci. Merci Excellence d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas. Et merci à toute l'équipe. Ah, Excellence. Il ne faut pas que bon y a moi. Oui. Amen, amen. Je le reçois. Merci. Voilà. Rabi, merci de nous avoir accompagnés, toi aussi. Alors, je vais dire merci à Son Excellence, Maman Nicole Toumba Boitcha, d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, Messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous une dame de fer, une femme à plusieurs casquettes. Vous l'avez suivie vous-même, hein, vous êtes témoin oculaire. Elle est femme professeure. Elle est dans l'anthropologie juridique, des termes nouveaux que vous avez appris aussi. Hein. Elle est dans des pépites. Pépites d'État. Pépites d'État. Cercle de réflexion. Cercle de réflexion. Elle a encore des projets. En tout cas, c'est une grande dame. En tout cas, nous avons été marqués par sa simplicité. C'est une femme d'État. Elle est aussi à la présidence, mais elle est vraiment sympa et puis très intelligente. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Qui sera la prochaine? Alors, appelez-nous au 081 00 28 767. À très bientôt. Bye bye.